Retour sur le plateau du salon CE avec comme invité les personnes qui représentent Éditions législatives, Frédéric Awatt et Jocelyn Bouvier, bien sûr dirigé par Jacques Lambert. Jacques, c'est à vous. Alors là, on va prendre le problème par le début. Comment constitue-t-on une DUP? Comment ça fonctionne? Est-ce que demain matin, le chef d'entreprise dit « Allez, on fusionne les instances, c'est demain matin, j'ai décidé, on refait les élections et on fusionne les... » Est-ce que c'est comme ça que ça doit marcher? Alors, la première chose à savoir, c'est que l'employeur a le droit de mettre en place une DUP, une délégation unique du personnel, uniquement dans les entreprises de moins de 300 salariés. Dans les entreprises de 300 salariés, il peut regrouper les instances, mais ça passe nécessairement par un accord majoritaire avec les syndicats représentatifs. Donc là, on attire l'attention des élus qui regardent cette vidéo. Si demain, le chef d'entreprise dit « Je fusionne les instances, c'est comme ça que ça doit marcher », si vous êtes dans les plus de 300, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Et si on est dans les moins de 300, est-ce que ça peut se faire en cours de mandat? Pas en cours de mandat, ça sera à l'occasion du renouvellement de l'une des instances représentatives, donc soit CE, soit DP, soit CHSCT. L'employeur est maître à bord, totalement. Il prend une décision unilatérale, mais la seule chose qu'il a l'obligation de faire, c'est de consulter les instances existantes avant de prendre la décision de passer en DUP. Et s'il ne le fait pas, d'après une jurisprudence toute récente, les élections de la DUP pourront être annulées à la demande notamment d'une organisation syndicale. Mais il est maître à bord. Alors, deuxième point, est-ce que la délégation unique a un budget propre? Alors, à l'intérieur d'une DUP, ce que les élus doivent bien comprendre, c'est qu'il y a un CE, un CHSCT et des délégués du personnel. Donc la DUP en tant que telle n'a pas de budget, c'est le budget du CE, le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles. Mais de fait, et quelque part on peut le craindre, le budget du CE risque de devenir le budget de la délégation unique du personnel. C'est-à-dire que quand le CHSCT aura besoin d'une documentation, il va naturellement se retourner vers le CE qui existe au sein de la DUP pour lui dire j'ai besoin d'une documentation, achète-moi un bouquin pour me permettre d'exercer mes prérogatives de CHSCT. Avant, le CHSCT se retournait contre aller vers l'employeur parce qu'il n'a pas de budget. Finalement, ça répond à ce que voulaient depuis longtemps les gouvernements qui passaient, de donner un budget au CHSCT pour éviter de faire supporter par l'employeur toutes les charges du CHSCT. Je ne sais pas s'ils y ont réellement pensé, ce n'était pas le but. Le but, c'était de réduire le nombre de réunions, de réduire le nombre d'élus, de réduire le nombre d'heures de délégation. C'était surtout ça, la DUP. Mais les représentants du personnel en DUP doivent être vraiment vigilants à se souvenir qu'ils se sont élus de CE, DP, CHSCT. Donc, il faut éviter la confusion des genres. Alors, pour la formation des élus de la DUP, quels sont les budgets ? Alors, les règles ne changent pas parce que le Code du travail nous dit bien qu'en DUP, le CE, les DP, le CHSCT conservent leurs attributions et conservent leurs règles de fonctionnement. Donc, les élus du CE, les titulaires du CE en DUP vont avoir droit à la formation économique, comme s'ils étaient élus de CE normalement. Les membres du CHSCT vont avoir droit aux 3 jours de formation santé-sécurité qui doivent être pris en charge par l'employeur. Donc on ne se retourne pas. Alors, en revanche, il paraît que le comité d'entreprise peut utiliser son budget dit des activités économiques et professionnelles, je crois budget de fonctionnement. Budget de fonctionnement, pour payer la formation aux délégués syndicaux. Oui, alors ça, c'est pas la loi Rebsamen, c'est la loi travail. On n'en a pas parlé parce que ce n'était pas le cœur de la loi travail, mais elle autorise tout comité d'entreprise, moins de 300, plus de 300, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance, d'utiliser son budget de fonctionnement pour payer une formation soit aux DP, délégués du personnel, soit aux délégués syndicaux. Ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on voit bien que les délégués du personnel, ce sont les parents pauvres de la représentation du personnel. Ils n'ont pas de moyens financiers. L'employeur n'a pas l'obligation juridique de les former. Les CE ne savent pas toujours quoi faire de leur budget de fonctionnement. Plutôt que de faire de la pseudo-communication en offrant des cadeaux aux salariés, autant mettre l'argent pour former les délégués du personnel au droit du travail. Ça leur sera bien plus utile. Ça, c'est quand même un point qui est assez important. Ce que vous venez d'évoquer, c'est acheter des produits de communication avec le budget de fonctionnement. Est-ce qu'on rappelle que ce n'est pas autorisé? Non, ce n'est pas autorisé. Offrir un cadeau, n'en déplaise à certains prestataires, offrir un cadeau, on est dans le domaine des activités sociales et culturelles. Quelle que soit la valeur du cadeau, on dit que c'est de la communication, mais
c'est juridiquement faux, sauf peut-être la clé USB sur laquelle le CE prend la peine de mettre les PV de l'année, le catalogue des activités sociales et culturelles. Ça, on peut considérer que c'est de la communication. Alors à l'attention des élus qui nous regardent, une clé USB ne coûte pas 35 €. Oui. Juste un petit mot par rapport à cela pour rebondir. C'est vrai que c'est la question classique en fait des comités d'entreprise. Comment utiliser le budget de fonctionnement? Souvent on a un budget de fonctionnement qui est assez important en volume et le budget d'œuvre sociale qui est jamais assez important. Et donc on a toujours cette tentation d'utiliser le budget de fonctionnement pour développer les activités sociales et culturelles. Attention, la loi ne fait que de lister quelques dépenses imputables. Pour le reste, réfléchissez bien à l'objet de la dépense. Dès lors qu'on est sur l'amélioration des conditions de travail, de bien-être, etc., ce n'est pas le budget de fonctionnement qu'il faut imputer. Alors pour faire court et pour donner un exemple un peu caricatural, une montre de luxe, si elle vous donne l'heure toute la journée, ce n'est pas de la communication du CE. En revanche, la même montre de luxe qui sonne quand le bureau du CE s'ouvre, oui, ça peut être de la communication. Voilà, c'est ça. Alors, il faut faire vraiment attention. C'est vrai qu'à chaque fois, quand même, ce qu'il faut privilégier, c'est en tant que tel que les décisions soient prises officiellement, que les décisions soient prises en réunion plénière et soient prises avec tous les membres du CE et avec l'employeur. Ça permet aussi de savoir ce qu'on fait avec les différents budgets et d'éviter ensuite des remises en cause, puisque les remises en cause juridiques viennent la plupart du temps du CE lui-même. Maintenant qu'on a soldé le fait que pour réussir sa vie, on n'achète pas une montre de luxe avec le budget du comité d'entreprise, sur le budget de communication, on va peut-être parler des procédures qui ont évolué aussi sur les appels d'offres. Ça aussi, c'est des questions que nous, on a sur les salons, les appels d'offres que doivent faire les élus du CE qui ont un certain budget. Ah oui, tu fais allusion à la réforme de la comptabilité des comités d'entreprise. Je sais plus, non, c'est pas la loi Rebsamen, c'est avant je crois que c'était dans la loi de sécurisation, non, la loi sur la formation professionnelle de 2014, qui rentre en application maintenant. Oui, c'est en application de toute façon. Suite à certaines dérives dans certains gros comités d'entreprise. C'était la loi Perruchot. Je crois, oui. Suite à certaines dérives qu'il y a eu dans de gros comités d'entreprise, il y a eu des problèmes de détournement de fonds. Le législateur a voulu réglementer et a voulu imposer au CE de véritables obligations comptables, ce qui est en soi une bonne chose. C'était assez fou de voir que les CE n'avaient pas d'obligations comptables sur le plan légal, même si la majeure partie des CE font les choses correctement et heureusement. On a imposé des obligations comptables et en fait on a créé une sorte de fusée à 3 étages et plus on monte dans les étages, plus les obligations comptables du CE sont importantes. Le dernier étage de la fusée est celui vraiment des gros CE puisqu'ils ont l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Ce qui permet de savoir dans quel étage on se situe, c'est essentiellement le niveau de ressources du comité d'entreprise. Et ces gros CE ont l'obligation de mettre en place une commission des marchés, justement pour avoir une transparence au moment des appels d'offres. Oui, c'est une loi qui avait été faite sur mesure pour les 5 ou 6 comités d'entreprise dont on entend parler uniquement comme si les 32 000 comités d'entreprise étaient gérés comme les 5-6 dont on parle tout le temps. En même temps, la pratique montre que des problèmes d'abus de confiance, on les rencontre aussi dans des petits comités d'entreprise parce que n'y a pas suffisamment de transparence, on n'instaure pas suffisamment de règles et on ne prévoit pas de procédures particulières dans le règlement intérieur du CE pour contrôler l'utilisation des budgets du comité d'entreprise. Donc je trouve que c'est salutaire pour tous les CE, ces règles comptables. Alors on va refaire un tour vers nos studios et puis pour faire un petit point météo et un point circulation. Et on vous retrouve depuis le salon CE de Lyon d'ici quelques minutes.